La Fédération de Russie est trahie par ses meilleurs et plus importants partenaires. Ils étaient censés être amis, mais l'étaient-ils vraiment? La Chine et l'Inde, en raison des sanctions absolument terribles et sévères imposées par les États-Unis il y a seulement quelques jours, refusent déjà massivement d'acheter du pétrole russe. Les médias occidentaux veulent-ils seulement nous faire croire cela? Et d'autres aussi, même certains analystes supposés indépendants, relaient déjà ce type de publication et dans certains cas, ils les suppriment aussitôt. Quoi qu'il en soit, bien sûr, le tumulte est déjà lancé. La Russie va être lésée par cette action de la part des États-Unis et du reste du monde. C'est la Chine et l'Inde qui le font, pas n'importe quel pays. Et il se plie à la volonté de l'oncle Sam et donc directement à celle de Donald Trump. Mais qu'y a-t-il vraiment de vrai dans tout cela? S'agit-il de faits avérés ou simplement de la propagande occidentale? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'ici, nous n'allons pas seulement analyser si la Chine et l'Inde ont réellement cessé ou vont cesser d'acheter du pétrole russe, mais aussi te faire découvrir le monde fascinant et absolument magique de la production de pétrole par canal, car ce dont nous parlons ici, pratiquement personne n'ose l'analyser. Mais surtout, reste jusqu'à la fin, car là t'attends un conte magique qui va t'expliquer. D'où la Chine et l'Inde auront-elles du pétrole sans que la Russie perde d'argent? Nous commençons l'analyse détaillée. Nous commençons, comme d'habitude, depuis le début. Récemment, suite à cette apparente possibilité d'un accord entre les États-Unis, selon et la Fédération de Russie concernant une solution au conflit. En Ukraine, qui ne ressemble déjà plus du tout à un pays souverain, Donald Trump a décidé de faire un caprice et d'imposer des sanctions contre le pétrole russe. Les entreprises concernées sont au nombre de 2, en particulier Rosneft et Lukoil, ainsi que 34 autres entreprises liées aux 2 précédentes. Cela, en théorie, affecte les revenus directs de la fédération et par conséquent le déroulement de l'opération militaire spéciale. Ce qu'ils veulent, c'est comme toujours essayer d'asphyxier la Russie en faisant sombrer son économie. Sans argent, elle ne pourra plus se défendre contre l'OTAN. Comme diraient les médias occidentaux, continuer à mener sa terrible agression contre le territoire ukrainien. Quoi qu'il en soit, l'objectif de l'Occident collectif est très clair, que la Russie se retrouve sans un sou. Ce dont elle a le plus, ce qu'elle vend le plus, ce sont précisément les ressources énergétiques, donc ils ont commencé par l'une des plus importantes, à savoir le pétrole. La Fédération de Russie a réagi de plusieurs manières à tout cela. Vladimir Poutine l'a fait d'une manière qui lui est habituelle, assez calme, tranquille et mesurée, tandis que Dmitri Medvedev l'a qualifié d'acte de guerre. Quoi qu'il en soit, tous deux, ainsi que d'autres personnalités très importantes au sein de la Fédération de Russie, assurent que ces sanctions n'auront pratiquement aucun effet, encore moins sur le déroulement de l'opération militaire spéciale qui, affirme-t-il, se terminera par la victoire de la Fédération de Russie. Donald Trump a déjà répondu à cela en disant qu'il faudra donner aux sanctions au moins 6 mois. Et c'est là que l'on verra les premiers résultats. Oui ou non, seul le temps le dira. Quoi qu'il en soit, nous sommes ici pour comprendre si la Russie a vraiment été trahie ou non. Et jusqu'à quel point elle devra arrêter de vendre son pétrole et par conséquent subir des ravages dans son économie. Et pour cela, il est absolument nécessaire d'introduire plusieurs concepts de l'économie la plus basique, ou quelque chose comme un petit cours sur le fonctionnement du marché des ressources énergétiques. La première chose et la plus importante à savoir, non seulement pour ce marché, mais aussi dans la vie en général. Ou même non, soyons encore plus génériques, la loi suprême et universelle de l'énergie mondiale. Allons-y. Rien ne sort de rien et rien ne disparaît dans le néant. Vous connaissez le principe selon lequel l'énergie ne se crée ni ne se détruit, mais se transforme? Ou autrement dit, appliqué au marché des ressources énergétiques, les ressources naturelles, oui, même en termes d'énergie, sont ce qu'elles sont. Et les besoins des pays à cet égard aussi. Oh Liu, ne me dis pas, s'il te plaît, que la production de pétrole ne peut pas simplement être augmentée d'un claquement de doigts, par exemple par Donald Trump. Et oui, en fait, ce n'est pas possible. Oups.
Premier petit problème, c'est-à-dire que la Fédération de Russie produit la quantité de pétrole qu'elle produit. Et ça, ce n'est pas moi qui vais vous l'expliquer maintenant, mais directement le président de ce pays. Les autres pays au niveau international font bien sûr la même chose et ils ont tous besoin du pétrole dont ils ont besoin. Cela peut sembler redondant, mais c'est la clé pour comprendre la situation de manière générale. C'est-à-dire si des sanctions extrêmement dangereuses et terribles sont introduites. Pour une raison ou une autre, il est impossible d'acheter du pétrole russe, il faut donc en trouver ailleurs. Nous ne produisons pas plus, donc cela va causer un problème qui entraînera directement une hausse des prix. Mais même avec cela, le problème ne sera pas complètement résolu. Attendez, en fait, je vous avais promis que ce n'est pas moi qui allais vous raconter ça. Donc, voici le président de la Fédération de Russie avec son cours magistral extrêmement résumé d'économie de base, ou plus précisément sur le fonctionnement du marché des ressources énergétiques. Appliqué à la situation des sanctions, il n'y a rien d'agréable, mais si nous regardons ainsi, objectivement et professionnellement, cette partie économique de ces sanctions, qu'est-ce que nous voyons? Maintenant, les États-Unis, à mon avis, la production est de 13,5 millions de barils par jour. Ils occupent la première place. En deuxième position, l'Arabie saoudite, avec environ 10 millions, et la Fédération en troisième position, avec environ 9,5. Les États-Unis consomment 20 millions, ils vendent quelque chose et achètent encore plus, principalement au Canada. Donc ils produisent 13,5 et consomment 20. Mais la Fédération de Russie et l'Arabie saoudite vendent plus de pétrole et de produits pétroliers. Je peux me tromper sur certains points à la volée, je peux confondre quelque chose, mais l'ordre général sera à peu près le même que dans la réalité. L'Arabie saoudite vend environ 9 millions de tonnes de pétrole et de produits pétroliers sur le marché extérieur. Fédération de Russie, 7,5. C'est-à-dire que notre contribution à l'équilibre énergétique mondial est très significative, vraiment très. Et aujourd'hui, cet équilibre, à la fois dans l'intérêt des consommateurs et des producteurs, il est établi. Briser cet équilibre, c'est une tâche très ingrate, y compris pour ceux qui essaient de le faire. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, il faut dire qu'en général, la production est actuellement au plus bas. Il est possible de remplacer une partie, mais pas la totalité, du pétrole et des produits pétroliers russes sur le marché mondial. Tout d'abord, cela demande du temps. Deuxièmement, cela nécessite d'importants investissements. Pour la première fois récemment, nous avons entendu de l'Agence internationale de l'énergie qu'elle propose et encourage les acteurs économiques à investir dans l'énergie des hydrocarbures. Jusqu'à présent, c'était tout le contraire. On disait, y compris au sein de l'Agence internationale de l'énergie, qu'il fallait investir dans les sources d'énergie alternatives. Oui, il le faut. Mais il est devenu évident que sans les hydrocarbures, dans les prochaines années, voire décennies, on ne pourra pas s'en passer. La croissance de la consommation favorise le développement économique mondial et accroît la demande énergétique. Eh bien, donc il n'est pas possible d'augmenter brusquement la production en un instant, mais si la quantité de notre pétrole et de nos produits pétroliers sur le marché mondial diminue brusquement, alors les prix augmenteront. Et j'en ai aussi parlé avec mon collègue américain. À quoi cela mènera-t-il ? Cela entraînera une forte augmentation du coût du pétrole et des produits pétroliers, y compris pour les automobilistes aux stations-service. Et les États-Unis ne font pas exception. Et si l'on tient compte du calendrier politique interne dans ces mêmes États-Unis, il est clair à quel point certains processus seront sensibles à cet égard. Et ceux qui suggèrent de telles décisions à l'administration actuelle, il faut comprendre pour qui ils travaillent, mais peu importe. Ce qui est important pour nous, c'est autre chose. Nous nous sentons confiants, stables, et ce malgré certaines pertes. Et elles, bien sûr, sont liées à de nombreuses circonstances. Cependant, notre secteur énergétique se sent plutôt en sécurité. En résumé, très résumé, s'il y a moins de pétrole que nécessaire. Et surtout, si on applique à cela cette loi selon laquelle l'énergie, ou enfin, dans ce cas le pétrole, ne se crée ni ne se détruit, mais se transforme. Eh bien, effectivement,
Le pétrole russe devra peut-être à un moment donné se transformer en un autre pétrole avec lequel la Russie n'a absolument rien à voir. Mais attends, c'est précisément tout cela que nous allons voir à partir de maintenant parce que je t'ai préparé quelque chose. Les 5 principales raisons qui répondent d'une part à ces articles de plus en plus nombreux écrits par les médias occidentaux sur la trahison envers la Fédération de Russie. Et d'autre part, du côté de la Chine et de l'Inde. Mais en plus et surtout, ce sont 5 raisons qui expliquent parfaitement pourquoi les soi-disant sanctions tant redoutées de la part de Trump, elles prennent fin. Et il est presque certain qu'elles ne donneront absolument rien. Ou, en d'autres termes, elles n'affecteront ni la Fédération de Russie, ni la vente du pétrole russe de manière significative. Allons-y. Point numéro 1. La Fédération de Russie n'était pas préparée ? Sérieusement, vraiment. Nous sommes ici pour parler d'une sorte d'erreur occidentale éternelle qui, pour une raison quelconque, semble constamment sous-estimer la capacité de réaction de la Fédération de Russie et la Russie en tant qu'adversaire en soi. Par exemple, récemment, M. Rutte de l'OTAN s'est exprimé en des termes extrêmement méprisants à l'égard de la puissance militaire de la Fédération de Russie. Il a assuré que l'OTAN pouvait abattre des avions russes si nécessaire, chose qu'il a dû nuancer quelques instants plus tard en disant que comme nous sommes plus forts, nous n'aurons pas besoin de le faire. Si les avions militaires en question ne représentent aucun danger, cet exemple est parfaitement applicable à tout le reste. Il y a déjà eu 19 séries de sanctions victorieuses qui, jusqu'à présent, n'ont pas fonctionné. Et en fait, les premières auraient dû être absolument mortelles. L'Occident a commis l'erreur de lancer dès le début la sanction la plus extrême en déconnectant la Fédération de Russie du système Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Les maudits Russes verront ce que c'est, disait-il en 2022, leur économie sera complètement anéantie. Mais bon, cela fait au moins 3 ans depuis cet événement. Et il ne semble pas que la Russie ait l'intention de réduire, même un peu, sa participation à sa propre opération spéciale. Ne me dis pas que les méchants Russes, comme s'ils l'avaient su à l'avance. Et oui, il est très probable, même si cela surprend autant les dirigeants que les médias occidentaux, que la Fédération de Russie était déjà préparée à ces sanctions. Alors, qu'est-ce qui devrait exactement nous faire penser qu'en Russie, ils n'étaient pas déjà tout aussi préparés à l'avance pour ces sanctions aussi? L'Occident est-il vraiment prêt? Ici, nous analysons la question, disons, depuis la perspective opposée. En effet, si la préparation de la Fédération de Russie remonte à longtemps, la préparation ou le manque de préparation de l'Occident peut aussi finir par se retourner contre ce même Occident. Un très mauvais tour. En effet, encore une fois, quand on évoque la possible raréfaction du pétrole, ils devront augmenter. Ce qu'ils ont déjà fait. L'Occident est-il vraiment prêt pour ce scénario? Parce qu'ici, il est confronté à des problèmes qui sont au moins doubles. Nous allons séparer l'Union européenne des États-Unis, mais la conclusion à laquelle nous arrivons est essentiellement la même. D'une part, l'Union européenne est confrontée à la pénurie de pétrole et donc à la hausse de ses prix, ce qui va nécessairement se traduire au minimum par un mécontentement populaire, mais cela pourrait aussi avoir des conséquences dévastatrices sur le plan économique. Aux États-Unis, la situation est encore plus grave car la population américaine est infiniment plus sensible à la hausse du prix du pétrole. C'est nécessaire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est même Vladimir Poutine lui-même qui l'a dit, mais en fin de compte, ce sont les faits et les données qui le confirment. Les États-Unis, je le répète, ont besoin de beaucoup de pétrole, et dans le monde, il n'y en a que ce qu'il y a. Donc, il ne s'agit pas seulement de couvrir ses propres besoins, mais aussi de faire face au mécontentement populaire très probable, ce qui se traduit généralement par de très mauvais résultats électoraux pour le parti au pouvoir, au moment où ces hausses de prix se produisent. Allons, pourquoi crois-tu qu'en ce moment même les États-Unis s'impliquent autant dans la lutte contre la drogue au niveau international? Vénézuéliens. Qu'est-ce que le Venezuela a donc qui pourrait tant les intéresser? Eh bien, je crois que je commence déjà à comprendre. Ça commence par un P. Et ce n'est pas précisément le président?
Point numéro 3 qui vient un peu contredire le point numéro 2, mais d'une manière très particulière. L'Occident n'est pas prêt, sérieusement. Et il est très important de comprendre qu'une chose, ce sont les politiciens et leurs déclarations, et une toute autre chose, très souvent, la grande majorité du temps, on pourrait même dire, ce sont les entreprises et l'économie en général. Ainsi, tandis que les uns imposent les sanctions les plus dures, les autres essaient généralement de les contourner d'une manière ou d'une autre pour l'argent. L'argent ne connaît pas le patriotisme, encore moins lorsqu'il s'agit uniquement du patriotisme américain. Ainsi, avec une quasi-certitude, les entreprises occidentales, et ici nous parlerons aussi des entreprises chinoises et bien sûr des entreprises indiennes. Va-t-on les tromper d'une manière ou d'une autre pour qu'elles continuent à faire exactement ce qu'elles font en réalité, au moins depuis 2022? Eh bien, en réalité, pratiquement depuis 2014, lorsque certaines sanctions ont été imposées contre la Russie à cause de l'affaire de la Crimée. Ici, on pourrait citer par exemple la flotte russe de l'ombre, mais pour moi, il est très activité qui est déjà très impliquée dans les échanges africaine. Nation immobilière, l'alsacien pourrait être élu, mais que de permettre le vote blanc, j'exprime. Mais l'Allemagne, s'il vous plaît, qu'on n'y touche plus. Oui, je ne voulais pas le reconnaître, mais c'est vrai qu'avec le Nord Stream 2, nous en avons eu assez. Point numéro 4, le reste du monde, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Je veux dire, est-ce qu'il va obéir à l'ordre de Trump? Comme ça? Ici, le plus important, c'est surtout de mentionner le fait que la grande majorité de la population mondiale, l'immense majorité, je dirais même, ne vit pas dans les pays appartenant à ce qu'on appelle l'Occident collectif. Et en fait, elle n'a aucun problème avec la Fédération de Russie, même en tenant compte du fait qu'elle mène actuellement son opération militaire spéciale en Ukraine. Donc, même dans le cas où la Chine et l'Inde trahiraient la Russie, ce que nous allons voir tout de suite, dans quelle mesure cela pourrait-il être vrai ou non? La Russie pourrait toujours finir par trouver de nouveaux acheteurs. Point numéro 5. Que feront donc la Chine et l'Inde? La question reste la même. Se contenter d'obéir, céder au désir de Trump. Il y a ici plusieurs points à mentionner. D'une part, les déclarations officielles des deux pays. Le ministère des Affaires étrangères de Chine a exprimé son profond rejet des nouvelles sanctions imposées par les États-Unis aux principales compagnies pétrolières russes. La Chine s'oppose systématiquement aux sanctions unilatérales qui ne sont pas fondées sur le droit international ni autorisées par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole du ministère, Guo Yacoub. De son côté, l'Inde a également pris ses distances face aux pressions constantes de l'Occident. La ministre du Commerce indienne, Piyush Goyal, s'est exprimée à la conférence Berlin Global Dialogue. L'Inde considère comme inacceptable de recevoir des instructions extérieures sur qui doit être son ami et avec qui elle doit commercer et avec qui non. En plus de la position officielle, nous devons mentionner une autre question absolument essentielle, les besoins des deux pays. Et je vous dirais même plus, des besoins de plus en plus croissants, car nous parlons, contrairement à l'Occident collectif, de deux économies en développement instable. La Chine et l'Inde. Elles ont besoin de ressources énergétiques comme personne, des ressources énergétiques en grande quantité, et plus elles sont bon marché, mieux c'est. C'est-à-dire, même si elles doivent arrêter, même partiellement, d'acheter officiellement du pétrole russe. Sérieusement, pensons-nous vraiment que ces pays n'étaient pas préparés, qu'ils ne sont pas prêts au nomota? Pour ce que Donald Trump préparait dans les bureaux de la Maison-Blanche, allons-nous vraiment croire que les services de renseignement, ni ceux de la Chine, ni ceux de l'Inde, ne servent absolument à rien? Bien sûr, comme ils vivent sans Starlink, ils doivent encore être à une sorte de Moyen-Âge, dans l'obscurité la plus totale, sans une seule pensée. Cela est évidemment lié à ces gros titres occidentaux. Ils ont à voir avec le concept que l'on a généralement de tout ce qui ne fait pas partie de ce précieux jardin européen, ou alors on pourrait dire sommes-nous le progrès et le reste la barbarie? Mais la réalité,
sur la carte et dans les actions des différents acteurs internationaux n'a généralement rien à voir avec cet imaginaire collectif occidental. Je répète ici la question, et petit à petit, nous allons nous rapprocher de la partie la plus magique et intrigante de cette vidéo. Sérieusement, devons-nous vraiment croire que la Chine et l'Inde n'étaient pas préparées à ces sanctions? Elles ne savent pas comment les contourner et vont simplement se retrouver sans pétrole. Dans le cas où il ne serait pas possible de produire au-delà du pétrole russe, ce que je vous annonce déjà, il n'est pas possible de produire au-delà du pétrole russe. On y croit? Ou bien ne sommes-nous pas si bêtes? Point numéro 6, la magie commence. On est presque déjà dans le compte. Est-ce que le pétrole russe a le don de la transformation? Oui, tu as bien entendu, il suffit d'une goutte de pétrole, par exemple lituanien, ou de n'importe quel autre pays, pour que le pétrole russe, soudainement, se transforme. Oui, effectivement, par exemple en pétrole lituanien. Eh bien, très intéressant, mais attends, et le pétrole lituanien? Et l'Inde? Parmi de nombreux autres pays, bien sûr, ils ne pourraient pas l'acheter facilement et simplement, n'est-ce pas? Autrement dit, il suffit simplement de réorganiser cette soi-disant flotte russe de l'ombre qui en réalité ne devrait même pas exister. Puisque dans de nombreux cas, les transactions pour ce pétrole se font déjà depuis les premières sanctions occidentales. Dans d'autres monnaies que le dollar et par conséquent, les États-Unis ne peuvent absolument rien y faire. Rien n'empêche non plus les navires russes d'aller à un point, appelons-le X, où le pétrole initialement russe peut effectivement recevoir un peu de n'importe quel autre type de pétrole. Pour cesser d'être russe, directement. Merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'ici, mais je vous promets que ça va vraiment en valoir la peine parce que c'est ici que commence la vraie magie. Je vais vous raconter une histoire. Attendez. Imaginez un de ces pays modernes, très axé sur l'économie, un véritable paradis économique partout où se trouvent les grandes entreprises. Il y en a pas mal, mais prenons-en un par exemple. Singapour. Eh bien, il était une fois dans un bureau très spacieux et très moderne, situé dans l'un des plus hauts gratte-ciel de Singapour. Une entreprise spécialisée dans la vente de pétrole. Une entreprise sans lien avec la Fédération de Russie et par conséquent, elle peut commercer avec toutes les entreprises au niveau international sans que cela ne constitue aucune violation des sanctions. Eh bien, il se trouve que justement dans cette entreprise, appelons-la par exemple Lucky Petrol, et continuons avec Lucky Petrol. Une entreprise située dans l'un des gratte-ciel les plus importants et prestigieux en plein centre de Singapour. Il se trouve qu'un événement inconcevable s'est produit, quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant ou très rarement. Mais bien sûr, cela ne rend pas l'événement lui-même impossible, loin de là. Il se trouve que chez Lucky Petrol, ils ont découvert que le pétrole se trouve juste sous le gratte-ciel où se trouve son bureau. Vous me direz que c'est un mensonge, et moi je vous répondrai, c'est de la magie. Des flots et des flots de pétrole jaillissant directement du centre de Singapour, récoltés, traités, mis en fût et vendus. Au plus offrant qui pourrait, eh bien mon Dieu, être chinois ou indien. Tu peux le prendre comme tu veux, comme un simple conte magique, c'est-à-dire une pure absurdité, ou par exemple comme une métaphore de ce qui, en fait, se passe réellement dans la réalité. Avec le marché des ressources énergétiques, je répète ici la maxime elle-même. Le pétrole est ce qu'il est. On en a besoin comme on en a besoin, il ne va pas s'en produire plus et on n'en aura pas besoin de moins. Donc, il s'agit ici de trouver le récit exact qui soit suffisamment convaincant pour toutes les parties, où le pétrole, au lieu de jaillir de la terre, patrie de la Fédération de Russie, le fasse de manière officielle. Bien sûr, de n'importe quel autre endroit. Un endroit, je le répète, aussi magique que merveilleux, d'où la Chine et l'Inde, entre autres, bien sûr, y compris ceux de l'Occident collectif, extrairont du pétrole. Sans que la Russie ne perde, elle ne perdra pas un seul rouble. Je suis Liu Sivaya, analyste géopolitique et correspondante de guerre dans le Donbass. Suis-moi pour que la propagande occidentale ne te trompe jamais.